Ok. Donc là-dedans, dans 06, il y a le squelette, enfin un squelette de Demo Helper qui peut servir donc comme projet de départ pour agglomérer vos différentes scènes finales et pas avoir à gérer qu'est-ce qui se joue à tel temps, qu'est-ce qui se joue à tel temps, etc. Donc le truc va vous permettre de vraiment séparer chaque module, chaque partie de votre démo, la mettre à part, la jouer à part et voir la rejouer dans le temps, etc. Les deux autres archives, c'est ce qu'on a fait comme intégration avec les L2Y et les L2X. Donc là, on va refaire une petite intégration pour la partie L3, mais on va surtout insister sur la transition, sur recoder une transition. Donc, comment on va faire ZX, VF, démo RGB 1.0. Alors, elle n'est pas parfaite, elle est même voire un peu buggée, parce que je sais pas, il y a une version buggée ou deux versions buggées que je traîne depuis quelques années, j'arrive pas à les supprimer. Enfin, j'arrive pas à m'en débarrasser. Mais bon, des petits bugs. Enfin, quand je dis bug, je veux dire manque de solidité, des petites choses justement qu'il faut apprendre à aussi corriger soi-même. Donc, autant qu'à faire, c'est pas contre-productif de laisser traîner des petits bugs. Faut juste comprendre le fonctionnement principal du démo helper. Euh, et bah, comme ça aussi savoir régler les problèmes quand vous en avez. Et donc, ouais, bon, tant qu'à faire, autant en avoir des problèmes. Donc, il y a deux petites choses auxquelles je pense que j'aurais dû mettre autrement, mais la première chose, c'est que la fenêtre, elle n'est pas gérée en full screen. Euh, que du coup, il va falloir remodifier ça le jour où vous devrez passer devant tout le monde à Happy 8. Mais bon, on pourra régler ça avant ensemble lors des ateliers que je ferai pour vous aider à finaliser votre projet. Ça, c'est le premier petit problème et un petit souci de resize parfois qui a lieu quand la résolution n'est pas assez grande. Faut juste savoir que ce mécanisme utilise des frame buffer objects, que par conséquent, la résolution des textures liées au frame buffer, euh, faut les, faut les, faut les resizer les textures liées au frame buffer quand il y a un resize éventuel. Normalement, l'application n'est pas censée se resizer, c'est une démo. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, ce que vous demandez comme résolution et ce que vous obtenez comme résolution provoque un resize et là, il y a un petit bug. Voilà. Mais bon, il se règle facilement. Enfin, je sais à quel moment il peut se produire et on peut le régler facilement. Le, alors, le fonctionnement principal du démo helper. C'est que donc toutes vos animations sont présentes dans un tableau qui est dans ce fichier window.c et qu'on va les jouer l'une après l'autre, voire parfois en jouant des transitions. Donc ici, si je prends la première ligne, elle dit quoi? Elle dit joue l'animation qui s'appelle rouge pendant une seconde. Donc c'est une fonction rouge. Donc c'est un pointeur de fonction. Joue pendant 20 secondes une transition entre rouge et vert. Là, vous avez trois pointeurs de fonction. Une transition,
qui a un prototype particulier et deux animations qui ont le même prototype, hein. On va revenir sur les prototypes des animations. Euh, donc, quand vous avez une transition, vous avez toutes les cases qui sont remplies. Quand vous avez une simple animation, vous avez le temps et le pointeur vers l'animation. Et un dernier élément de ce tableau-là qu'il faudra toujours mettre à nul partout, comme ça, euh, pour, euh, pour signifier la fin de la démo. Voilà. Donc le démo helper, c'est une structure euh, qui permet de gérer au fait euh, l'enchaînement des fonctions automatiquement dans le temps. Cette structure, enfin tous ces trucs-là se trouvent dans gl4dh.h. C'est d'une part ça, et puis d'autre part des fichiers que j'ai laissés, pas dans la lib, mais que j'ai laissés dans le squelette, des fichiers pour gérer l'audio, ce que j'appelle le audio helper. Donc des fonctions que vous n'utilisez pas vous, donc en l'occurrence, pop, 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 pas ces deux-là et pas cette dernière-là. A priori, vous n'avez pas besoin de les utiliser. Juste ces deux fonctions-là qui vous permettent d'obtenir le flux vers l'audio et la longueur du flux audio, c'est-à-dire le nombre d'octets du flux audio. L'audio est lancé automatiquement et dépend du nom de fichier que vous passez. Et quelque part par là, je ne le vois plus ici. Donc vous choisissez votre fichier audio et vous modifiez juste le nom de fichier ici. Il est lancé automatiquement et tout est géré par Audio Helper derrière. Donc, juste donc une précision concernant les fonctions. Donc une animation, une scène est caractérisée par une fonction qui est de type void, qui, qui porte un nom, donc foo, c'est votre animation, et qui récupère un seul paramètre que j'appelle state, état de l'animation. Cette fonction, elle doit dispatcher la gestion de 4 états différents. Un état init, un état free, un état draw, enfin, ou update audio plutôt, pardon, et update audio, et je finis par l'état draw. Et l'état draw. Voilà. Donc votre foo, votre fonction foo est comme en quelque sorte le main de votre scène, de la scène, à l'époque où il était tout seul, où la scène était toute seule. Donc vous avez fait un bout de programme, vous avez une scène qui joue toute seule, sans audio ou avec audio, peu importe. Le main, il jouait le rôle d'ouvrir la fenêtre, d'initialiser les données, de gérer l'audio et de dessiner. Tout ça, mais il perd le droit de le faire, mais ce droit est reporté à une fonction qui va gérer ces états de manière séparée. Alors, la création et la destruction de la fenêtre, c'est plus à nous de le gérer. Le câblage des fonctions callback, c'est plus à nous de gérer non plus. Donc tout est déjà géré. Par contre, mes données en plus que je dois init, c'est à moi de gérer ce cas-là. Mes mêmes données que j'ai init, je dois les libérer à la fin, c'est ce cas-là. Donc cet état-là est appelé pour toutes les fonctions de ce type-là. Hein, toutes les fonctions qui sont présentes dans le tableau sont d'abord appelées avec le signal init. À la fin du programme, elles sont toutes appelées avec le signal free. En plein milieu du programme, elles sont jamais appelées sauf quand c'est leur tour.
Quand c'est leur tour, elles sont parfois appelées là et parfois appelées là. Quand je dis parfois, là c'est cadencé à 44 kHz, donc vous avez 44 appels par seconde à cet état-là. Et puis là, ça dépend du FPS graphique. Donc si vous avez synchro avec l'écran qu'il est à 60 Hz, ça va être appelé 60 fois par seconde. Et sinon, ça va être appelé 2000, 3000 fois par seconde avec cet état-là. Attention, ces deux états n'aiment pas se mélanger. Hein, ces deux-là, ils n'aiment pas se retrouver mélangés. Donc ces états sont exclusifs. Alors, je dis ça parce que tous les ans, je corrige des bugs d'étudiants qui se disent je gère pas l'audio, alors je supprime ce cas-là, le cas audio. Je montre un exemple. Dans animation.c, il y a des exemples d'animation très basiques et deux fonctions de transition que vous pouvez utiliser déjà. Voici une animation, elle fait rien de spécial à part mettre la couleur d'effacement en rouge, effacer. C'est tout ce qu'elle fait. Rien à l'init, rien au free, rien à l'audio. Elle fait que effacer en rouge tout le temps, donc à 60 fps ou à 3000 fps, elle fait tout le temps ça. Prendre un cas ici vide en disant ok, ce cas-là vide, je le supprime parce que j'ai rien dedans, c'est une erreur. Hein, c'est pas parce que vous avez rien dedans que vous devez l'enlever. L'enlever ici enlève un cas du switch et du coup vous amène au cas default. Vous l'avez, le problème. Si state égale update with audio, il va être capté dans default. Et donc le signal audio, je suis en train de faire l'audio, va se retrouver à faire un GL clear color et un GL clear. Or, c'est un processus. Or, c'est un processus ici, c'est un thread, c'est un pthread indépendant qui a été créé au moment où on a lancé l'audio. Et du coup, il n'a pas le droit sur le graphique. Et ça crée un bus error, enfin, ça dépend des machines, un bus error ou un segfault sur certaines machines. Sur d'autres, non. Mais sur la machine d'API 8 et sur mon portable, ça crée des segfaults. J'avais constaté l'an dernier que sur certaines machines d'étudiants, ça faisait pas de problème. Mais bon, voilà. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a un problème possible quand on obtient ça, quand on fait ça. Donc gardez bien les quatre états, hein, voire modifier default en mettant explicitement case GL4DH draw. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais sinon, reprenez ça, mais surtout, ne supprimez pas des entrées vides. Gardez-les. Donc, je vous propose pas plus parler du squelette d'animation qui est là. J'imagine que vous vous en souvenez ou vous l'avez déjà exécuté. Donc, c'est un code qui lance la musique. Il y a une animation qui fait du rouge, une animation qui fait du vert, une animation qui fait du bleu, hein, on ne peut pas trouver plus simple, et des transitions qui se lancent entre les trois. Voilà, un fondu spécial, sur lequel on reviendra, et un fondu enchaîné plus simple. On reviendra ou pas dessus, mais on va essayer d'encoder un nous-mêmes au passage. Ce que je vous propose, donc, c'est commencer par une, voire deux intégrations, mais on va voir déjà une, si on avance assez vite avec une intégration. Qu'est-ce que vous voulez que j'intègre dans cette démo? Non, un truc qu'on a fait. Priori,
Genre, déjà, peut-être quelque chose. Je vais pas attaquer tout de suite des codes qui utilisent, par exemple, ici, je crois qu'il y a des codes qui utilisent les FBO. Ça, c'est petit problème, hein. Enfin, c'est un petit problème, mais il vaut mieux qu'on le fasse. Donc, les FBO Blur, les FBO Shadow Map. euh, oui, un des deux va probablement poser problème, mais c'est justement peut-être un bon exercice de les intégrer. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut corriger pour que ça s'intègre correctement. Mais peut-être avant, on va commencer par intégrer un des exemples qui sont là. Je me souviens plus vraiment. C'est quoi Cube? C'est quoi? Il y en a un qui est déjà décompressé. C'est quoi celui-là? Je me souviens plus. On prend celui-là. On avait du normal mapping, une texture, etc. Il bouge bizarrement. Non? Ça, je vous l'avais donné. Enfin, tant qu'à faire, je préfère vous faire intégrer quelque chose que vous avez, quoi. Peut-être que je vous l'ai pas donné. C'était lequel qui avait... Ah, displacement. C'était plus marrant, ça. Hmm, non, c'est pas sûr. Il n'y avait pas mieux que ça. 1.2, 1.1, 1.0. Celui-là. Celui-là, j'aime bien. Pardon. Donc, go. On va intégrer ça, disons, à la place de vert ou quelque part entre vert et rouge, enfin peu importe. Donc, premier point, faire l'état des lieux de qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'utiliser. Donc, on n'a pas d'image, on n'a pas de fichier particulier à part un fichier C et un dossier shaders. Je regarde ce qu'il y a dans shaders. Displacement, light. Ok. Je pense que les noms, ils sont suffisamment explicites pour les garder, pas les changer. Mais si vous voyez que les noms correspondent pas vraiment à l'utilisation, bah, vous changez. Hein, vous voyez bien le problème qui se profile, c'est que vous allez avoir un dossier shader avec plein de shaders qui vont potentiellement porter le même nom. Soit vous faites des sous-dossiers, soit vous changez de nom, quoi, globalement. Donc, mais considérons que là, les noms, ils sont suffisamment OK. Par contre, Windows.c, là, attention, vous avez déjà un Windows.c. Donc, ce Windows.c, je vais le copier dans le dossier démo. Démo RGB. Et on va l'appeler flag, comme drapeau. Flag.c. Et les shaders. Les shaders que j'ai ici, je vais les copier aussi dans le dossier shader. Hein, juste je fais attention. Ok, il n'y a pas de problème d'écrasement. Et ensuite, je viens dans la démo, ouvrir le makefile. Alors pour les shaders, il n'y a pas besoin de les rajouter parce qu'ils scannent tous les shaders.
Par contre, pour le point C que j'ai appelé flag.c, je le rajoute ici à la compilation. Donc, en compilant, ça va compiler flag.c en plus. Et ça va créer un problème de link parce que les deux ont un main. D'accord. Je sais plus qu'est-ce que j'ai dans mon Emacs. Je préfère réouvrir flag.c. Ok. Donc là, faut juste considérer le fait que une application type une scène, en gros, une scène n'a pas à gérer la fenêtre, n'a pas à gérer le démarrage et la fin. Donc en gros, tout ce qui est un peu extra, vous supprimez. La fonction resize, je supprime le prototype. A priori, je vais la supprimer. Largeur, hauteur de la fenêtre, ce n'est pas à la scène de décider. Hein, on va lui imposer. Le PID, c'est son PID. Son grid ID, c'est sa grid ID. Et son main fait rien de particulier à part câbler en plus le callback resize. Donc le main va disparaître aussi. À l'init, ici, je vais avoir un problème avec largeur et hauteur de la fenêtre. La question, c'est qu'est-ce que je faisais dans resize et pourquoi je le faisais. Alors, resize, si vous regardez bien, finalement, sa seule utilité, c'est cette ligne-là, ici. C'est de récupérer la largeur, la hauteur du viewport ou de la fenêtre, hein, viewport ou de la fenêtre, et de set la matrice de projection. Donc en gros, à part cette chose-là, le reste, j'en ai pas besoin. Le viewport, c'est pas moi qui le set, ça va être set au démarrage de l'application. Donc moi, on m'impose le viewport. Et du coup, ici, je me retrouve avec un calcul de ratio qui dépend de valeurs que j'ai pas. Et justement, comment faire pour aller les chercher. Donc, pour récupérer le viewport d'OpenGL, vous créez un tableau de 4 entiers, glint, pour récupérer le viewport. Et vous avez la fonction gl get integer v, gl get integer v, vecteur d'entier, pour récupérer la donnée OpenGL GL viewport, et vous lui passez le tableau VP, comme ça il écrit le viewport dedans. Alors un viewport, c'est coin inférieur gauche, plus largeur et hauteur. Donc c'est un tableau à 4 éléments. Les deux premiers, c'est XY. Et les deux derniers, c'est W et H. Donc H, c'est VP de 3. Et W, c'est VP de 2. Et là, on vient de récupérer ce qu'il faut récupérer pour calculer le ratio. Et derrière, on set la matrice de projection. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais à l'init. Qu'est-ce que je fais au draw? Enfin, je regarde rapidement, j'ai pas de problème. Si, j'en ai un ici. C'est que je fais un déplacement en fonction... Ah si, je fais un déplacement en fonction du temps, donc c'est OK. Et donc, pas de souci. Et puis, la fonction kit, ce que je peux remarquer, c'est que je fais pas grand-chose à part libérer GL for dummies. C'est pas moi qui ai créé GL for dummies ici. C'est pas cette scène qui a init GL for dummies, donc c'est pas à elle de le détruire, de le clean. Donc, pas d'intérêt d'avoir la fonction kit. Donc la fonction kit, poubelle aussi. Voilà. Il reste juste init et draw. Dans le schéma de tout à l'heure, vous voyez, donc init et draw. Dans une fonction qui va gérer votre flag. Voilà. Donc en gros, tac, le plus simple, c'est vous allez chercher
rouge. Vous allez chercher rouge, vous la collez là, vous la renommez flag. Ici, les constantes, c'est parce qu'on n'a pas GL4DH.H. Ce machin-là, c'est mon Emacs qui le rajoute. À la limite, je le mets là. Voilà. Donc, je viens d'ajouter juste ça, GL4DH.H, pour avoir les 4 constantes qui sont définies, et j'ai la fonction rouge. Donc la fonction rouge, pardon, la fonction flag. La fonction flag à l'init appelle init, parce que j'ai déjà une fonction entière init. J'enlève ça. Et au draw, elle appelle draw. Et puis là, j'enlève ces lignées là. Et au draw, j'appelle la fonction draw. Et c'est fini. En fait, j'ai câblé tout le comportement nécessaire pour obtenir à nouveau le même comportement. Et ça, je l'ai codé dans une fonction que j'ai appelée flag. Je vais dans animation.h. Alors, vous pouvez mettre ailleurs si vous voulez. Hein. Mais moi, je centraliserai à votre place toutes vos fonctions, toutes vos scènes ici. Enfin, tous les prototypes de vos scènes là. Et elle s'appelle flag. Voilà. Et à partir de ce moment, flag peut être rajouté dans le fichier principal, là où il y a le main. Et là où vous avez le tableau de timeline, la timeline de toutes les animations qui vont être jouées. Je vous conseille de, quand vous commencez vos tests, ce que vous venez de rajouter, vous le testez en premier. Hein, pour vérifier, c'est plus simple parce que il y a des problèmes, et il va y avoir des problèmes, on va faire face à des problèmes d'intégration. Ces problèmes, ils sont moins graves au début, et ils sont plus graves quand la fonction elle est au milieu, ou à la fin. Donc autant commencer avec le moins de problèmes. Si c'est OK, on la met ailleurs pour voir si ça interfère autrement avec une autre fonction, et ainsi de suite. Mais on commence d'abord par faire une intégration au début. D'ailleurs, c'est plus simple de commencer à corriger quelque chose si vous commencez par l'exécuter lui. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de vous retaper toute l'anime dès le début. Donc, a priori, on a le flag qui fonctionne. Rouge, vert, et bleu, il y a... Enfin, bon, c'est décevant. Il n'y a pas de problème. Enfin, là, pour le moment, j'ai pas remarqué de soucis. Alors, je propose de remplacer vert par flag. Donc, on va avoir rouge. Ça va passer à flag. Et de flag, ça va passer à bleu. Hop. Enfin, tant pis, il n'y a pas de souci maintenant, mais il y en aura probablement après quand on rajoutera d'autres. Alors, il y a peut-être un souci, un tout petit, mais vraiment, voilà, vous l'avez remarqué le souci? Non? On recommence. Moi, il y a déjà un souci là. Mais... Hein? Le background, je pense qu'il n'était pas rouge. Hein, quand on joue flag tout seul, il est gris son background. Donc bon, on respecte. Donc il est gris, mais c'est normal. Hein, c'est normal. Tout le monde va partager la même chambre là. Hein, tout le monde partage le même OpenGL et du coup chacun tire la couverture vers lui. Le problème c'est que si vous prenez par exemple
euh, la fonction rouge, à chaque frame, elle dit ah, la couleur d'effacement c'est du rouge. Alors que flag, elle a dit la couleur d'effacement c'est du gris, mais elle l'a dit que à init. Elle l'a pas dit à chaque frame. Bon, voilà. Donc après, hein, je dis, c'est à vous de voir comment vous gérez, comment ça s'appelle, euh, quand on, quand on est tous en train de vivre au même endroit, la, la colocation ou cohabitation. Merci. Comment gérer la cohabitation entre les différentes fonctions, hein. Voilà, c'est comme avoir des caractères forts et imposer son truc, ou alors être gentil, voir comment c'était le truc et le changer et le remettre comme c'était en partant. Mais bon, à vous de voir. Mais bon, disons, on va pas trop perdre de temps, on va faire les bourrins. La version bourrine, c'est chacun pour soi. Hein, c'est pas du communisme, hein. Oui, voilà, donc drapeau, flag impose sa couleur d'effacement et tout se passe bien finalement. Voilà. On a réglé un tout petit problème. Euh, les transitions, parce que c'est plus, hein, si vous voulez pousser un peu plus l'intégration, on le fera éventuellement plus tard, ou si on n'a pas le temps, je l'ai fait avec les L2X. Là, on va profiter du temps surtout pour coder une transition et donc pour voir aussi, avant de coder des transitions, comment sont faites les transitions qui sont déjà codées. Alors, il y a deux transitions qui sont déjà codées dans animation.c. Il y a fondu, elle est là, et derrière, il y a fondu i. D'accord? Alors, fondu i, pour vous, c'est à prohiber. Pourquoi? Parce que fondu i.jpg, ls-lh image 231 kilos. Vous êtes disqualifié. Vous êtes disqualifié de la 64K, hein. Rien à cause de ce JPEG. Alors, bon, vous savez générer une texture de bruit. Parce que fondu i, au final, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il utilise ça, qui est une texture de bruit, pour faire un shader qui transite. Je vous l'avais montré ou pas? Ok. Bon, en gros, mais c'est plus pour les L2 que j'ai fait cette version améliorée du fondu, pour qu'ils se fassent sans programmer leur fondu un peu comme ils veulent. Je vous montre. Ils ouvrent avec GIMP. Donc, disons, ils veulent en faire plusieurs. Ben, ils vont se préparer plusieurs images différentes. L'image, en gros, si je me souviens bien, elle commence la transition en jouant l'animation 1 du côté pixel noir, jusqu'à jouer l'animation 2 du côté pixel blanc. Alors, c'est ça. Enfin, il y a un seuil. Ok, il y a un seuil au début. Ce seuil, disons qu'il est à noir. Et on va tester tous les pixels dans cette image qui sont à noir. Ou supérieur. Noir ou supérieur. La réponse est tous les pixels sont noirs ou supérieurs. Si c'est le cas, on joue animation 1. Mais ce seuil, il va commencer à progresser vers blanc. Et donc, on ira vers animation 2. Voilà. En suivant l'apparition, en fait, décrite par cette image-là. Alors, pour vous donner un exemple facile à
qui permet de comprendre plus facilement. On crée un dégradé linéaire de gauche à droite. Voilà. Du coup, si je fais ça, c'est bizarre je vais dire c'est bizarre la couleur, c'est pas blanc. Parce que c'est pas blanc. Si je fais un dégradé comme ça, a priori, il y a une apparition de droite à gauche, je dirais. J'exporte l'image. C'est peut-être pas nécessaire aussi gros pour du JPEG. Hop. Et donc simplement je relance. Et l'apparition se fait comme ça de droite à gauche pour faire ça. Je reviens en arrière. Si vous voulez si vous voulez maintenant garder cette apparition un peu bruitée, ce que je vous propose, c'est au minimum utiliser la fonction. Je vous laisse le faire parce que vous êtes assez grand. Chez L4D, au minimum, vous avez la fonction, la version la plus simple sans aller chercher Perlin qu'on a fait en cours. Vous pouvez aller utiliser cette fonction GL4D M. GL4DM quoi déjà? Triangle Edge. Ouais, c'est ça. Cette fonction-là qui génère un tableau de flottant, donc une image d'une map fractale. Donc ça correspond tout à fait à l'image qui est là. Et donc, bon, je vous le fais pas, comme ça, quand vous le ferez vous, au moins ça vaudra quelques points. Alors, pas beaucoup, mais au moins quelques points. Si vous voulez réutiliser cette transition, mais juste en l'adaptant, en adaptant la texture qui est utilisée. C'est Tech de 3, Tech de 2, je pense. En adaptant Tech de 2, en la générant au lieu de la lire à partir d'un fichier. C'est tout. Voilà. Maintenant, j'explique comment fonctionnent ces transitions en prenant, disons, la plus simple, fondue. Alors, fondue à l'init, elle fait quoi? Elle récupère le viewport. Elle génère deux textures. Ces deux textures, elle les set aux dimensions du viewport. Donc, en gros, ça crée deux textures de la taille de votre écran. Elle les met en linéaire. Et elle crée un PID qui utilise Basic VS et Mix FS. Au free, elle fait que delete les textures. Et à l'audio, elle transmet le signal au... Ah oui, pardon. Je suis allé trop vite. J'ai pas parlé du prototype. Donc là où une animation dans son prototype, elle avait juste un état, une transition dans son prototype, elle a plus que ça. Elle a l'état, mais elle a le pointeur vers la première animation, celle de départ, le pointeur vers la deuxième animation, celle d'arrivée, le temps total de la transition en millisecondes et l'elapsed time dans cette transition. Donc en gros, le rapport ET sur T, ET divisé par T, varie de 0 à 1. Voilà. Et l'état de la transition, parce que la transition aussi possède un état. Donc, quand une transition reçoit l'état init, elle se crée ces deux textures pour faire... alors, pourquoi elle crée deux textures? Pourquoi une transition... Enfin, pourquoi? C'est pas une règle absolue des transitions. Hein. C'est une règle de ces transitions que j'ai faites. Pourquoi mes transitions créent deux textures? Bah, vous avez une animation 0. Vous avez une animation 1. Les deux vont jouer.
en même temps. Elle dessine un carré. Elle dessine un triangle. Ou, où est-ce que A0 dessine un carré? Ben, dans une texture Tech 0. Et où est-ce que A1 dessine son triangle? Dans une texture Tech 1. T1. Donc en fait, il faut préparer des textures pour que chaque animation dessine quelque part. En fait. C'est pour ça qu'il y a un FBO, c'est pour ça qu'il y a des textures qui sont générées à l'init. Donc, ces deux textures sont des écrans virtuels dans lesquels chaque animation dessine. C'est pour ça qu'au moment du dessin, on a le frame buffer qui dit qu'on attache... On a le frame buffer qui dit qu'on attache une texture 0 au color attachment. Et juste derrière, on appelle l'animation A0. Donc A0 dessine dans Tech de 0. A1 dessine dans Tech de 1. Et ensuite, on reprend la texture initiale qu'on a récupérée ici. Donc avant d'écraser la texture attachée au frame buffer, on récupère l'ID de la texture attachée au frame buffer. On la remplace, on dessine, on la remplace, on dessine, on la remet, et là on fait le mix dans la texture écran. En gros, elle, c'est celle qui est utilisée à chaque fois pour dessiner à l'écran. Et donc, elle appelle le shader qu'on a créé en haut, PID, bind les deux textures des deux rendus, des deux animations, envoie l'information de elapsed time divisé par time, donc en gros le temps passé à faire la transition sur le temps total, donne les deux numéros des textures envoyées et dessine un quadrilatère. Et le shader donc, de transition fait simplement un mix. Il s'appelle mix. Et il fait juste un mix entre deux textures avec le DT que j'ai envoyé. Okay. Voilà. Et c'est ça qui fait le fondu enchaîné entre les deux résultats. Alors, donc si on devait en coder une autre, disons je vais faire un cas simple de coder un autre fondu. On va l'appeler comment? On fait quoi? Mais simple. Hein. J'ai une idée, mais si vous avez une autre idée simple, je suis preneur. Un cercle qui s'agrandit. Un cercle qui s'agrandit? Ok. Un cercle qui s'agrandit et qui révèle à l'intérieur la deuxième, c'est ça? Ok. Bah on va une idée de nom. Fondu C pour répondre. Fondu C? Ok. Fondu C. Ok. Bon, au final, pas besoin. Enfin, après, à vous de voir si vous mettez en commun les textures pour pas avoir à en créer 3 milliards. Bon, moi, je pas le temps de faire du code propre là tout de suite. Voilà, donc on a besoin de deux textures, on crée deux textures. Basic VS, je pense que on peut le réexploiter, ce vertex shader. Par contre, il nous faut un circle FS. Il va nous falloir un circle FS. Bah, je dirais que tout le reste, je change rien. Hein. Je garde la même structure finalement du code C. Oui. J'ai que le shader circle FS à réécrire. À écrire, pardon. Hop, donc je pars de là. Je sauvegarde ça en circle FS. Bon. On a besoin... J'ai besoin d'une feuille.
Donc j'ai besoin d'imaginer en vrai quelque chose de rond que, en fait, ce rond il va aller jusque là, il va aller jusqu'au bout ici. Que ici il faut que j'imagine un point noir qui va devenir blanc ici. Donc moi je fais en sorte d'avoir un calcul qui va du noir ici jusqu'au blanc ici dans le coin supérieur droit. Donc ce côté-là, en vrai, si j'utilise la coordonnée de texture qui part de 0 à 1 et que je modifie le repère pour me mettre comme ça et dire finalement je vais de moins 0,5 à plus 0,5. Donc je commence par modifier le repère. Donc en vrai j'ai une coordonnée de texture TC que, qui reçoit un moins avec 2 0,5. Voilà. Que là, donc la valeur la plus grande ici, c'est racine de 2 sur 2 divisé par 4. Non. Non. Racine de 2 sur 4, du coup. C'est ça. En gros, c'est 0,5 au carré. Non. Qu'est-ce que... Ça, c'est 0,5 plus 0, pardon. 0,5 carré plus 0,5 carré, le tout en racine carrée. C'est ça? Ça fait un quart plus un quart, le tout en racine carrée. Et ça fait racine carrée d'un demi. Ce qui fait 1 sur racine de 2 fois racine de 2, racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Oui. Je sais pas pourquoi je me... Bon, pardon. Donc cette longueur-là, c'est racine de 2 sur 2. Donc quand j'ai une distance qui vaut racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 doit donner du blanc, donc 1. Donc ça veut dire qu'il faut juste diviser par racine de 2 sur 2 la distance. Donc TC, non, vec 2. Vec 2. TC coordonnée, enfin texture coordonnée, égale VSO tech coord moins vec 2 0,5. Distance, enfin, du coup, distance ou couleur, enfin, peu importe. Intensité égale, donc j'ai dit la longueur de TC, la distance, quoi, divisé par racine de 2 sur 2 qui est 0,7 quelque chose. SQRT de 2 sur 2 voilà. S2 sur 2. SQRT de 2 sur 2. Ok, c'est le diviseur. Bon.
Maintenant, maintenant juste vérifions que ça marche. Ensuite, bon, je préfère faire en deux étapes. Je vérifie que mon calcul me fait bien mon rond d'intensité. Donc je vais faire simplement ça. Voilà. Je retourne dans l'animation. Je reprends le proto. Je vais dans le point H. Je le colle là. Bon, là, le rouge que j'ai, c'est pas bien grave, hein. D'ailleurs, ça pose pas de problème, c'est juste que il faut simplement inclure un des fichiers, peu importe. Donc, fondu C existe et je vais la tester. Hop. À la place de fondu I. Et elle va me faire normalement, elle va me faire une image où j'ai bien un rond noir. Pardon, j'ai pas coupé ça. Juste pour les gens à distance. Donc fondu C, je l'ai rajouté dans animation.h et le shader pour le moment ressemble à ça. Donc racine de 2 sur 2, la coordonnée de texture recentrée et la longueur de cette coordonnée de texture divisée par racine de 2 sur 2 pour être renormalisée et avoir un rond bien, un rond qui part bien ici et au point en haut à droite où dans tous les coins on obtient du blanc. Ok, maintenant comment exploiter cette couleur là, donc tout ce qui est, alors au début on veut 100% de la texture 0. Ça veut dire toutes les intensités passent. Alors, on va comparer intensité à dt. Toutes les intensités sont inférieures ou égales à dt. Non. Supérieures ou égales à dt. dt vaut 0 au début. Donc toutes les intensités sont supérieures ou égales à dt. Donc quand c'est supérieur ou égal à dt, l'intensité, c'est texture 0. Et L, c'est texture 1. Donc, je pense que j'ai fini, en fait. Intensité supérieure ou égale à dt, point d'interrogation. Texture, tex 0, VSO, tex coord, 2 points. Soit tu utilises tex 0, soit tu utilises tex 1. Et à la fin, intensité va valoir 1. Non, pardon. À la fin, dt va valoir 1 et personne ne sera supérieur ou égal à lui. C'est ça. Et du coup, c'est toujours tex 1 qui va gagner à la fin. Voilà. Après, ce matin, j'étais en train de m'imaginer une transition sympa. Je vous en fais part. C'est pas évident. Vous avez une animation.
qui fabrique une image. Euh, vous la transformez petit à petit vers un diagramme de Voronoi en échantillonnant des points dans l'image. C'est pas facile hein, du tout, mais c'est une super transition. Je mets, euh, je mets le double sur celle-là si vous la faites. Donc, en gros, vous avez une scène qui est générée, vous échantillonnez des points dessus. Alors, vous pouvez arrêter, en fait, vous pouvez arrêter la scène ou vous pouvez la laisser continuer à jouer. C'est-à-dire, soit vous dites, en fait, je pars de la dernière image de l'animation 0 et je vais vers la première image de l'animation 1. Mais entre les deux, je les bloque toutes les deux, en fait. Je récupère juste leurs deux images en disant, ok, donne-moi ton image, donne-moi ton image. Et la transition, en fait, fait une transition bloquante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si j'avais un film, j'arrête, arrêt sur image, j'ai un autre film qui est aussi en arrêt sur image. Je fais d'abord le mélange des deux, et ensuite je laisse le deuxième continuer à jouer. Je pense que c'est plus simple si vous le faites comme ça. Donc en gros, vous avez un film qui joue, arrêt sur image, et transition vers le Voronoi de ce film. Voronoi de ce film, c'est en gros, vous échantillonnez juste quelques cellules et vous fabriquez un diagramme de Voronoi qui représente une sorte de, comment déjà, mosaïque de cette image-là. Et ensuite, vous mappez chaque... ça, c'est l'animation 0. Vous lui faites un Voronoi. Et l'animation 1, vous lui faites aussi un autre échantillonnage pour Voronoi. Mais par contre, vous reliez deux à deux, un peu comme vous voulez. Vous reliez deux à deux des points de là à là. C'est-à-dire, logiquement, ces points sont, de manière logique, ils sont reliés. Et alors, le passage de celle-là à celle-là, c'est que les points, ils se déplacent pour aller se placer dans leur position là-bas. Et en se déplaçant, ils commencent à prendre la couleur de là-bas. C'est dur, hein, d'expliquer ça qu'avec des mots. Je ne sais pas si vous avez l'image. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Je pense que ça donnerait une super transition, ça. De mosaïque à mosaïque, quoi. Voilà. Donc, comme un puzzle qui se refait, en se replaçant, les cellules vont se replacer pour donner l'autre image. Alors, encore mieux, au lieu de faire un fondu enchaîné ici, donc ici, au lieu d'avoir... Donc, vous avez l'image d'origine et vous faites un fondu enchaîné pour faire apparaître Voronoi, et là, un fondu enchaîné, et là, fondu enchaîné pour faire apparaître la suite. Donc, vous avez un film, fondu enchaîné, Voronoi, transition entre Voronoi et fondu enchaîné, le film. Encore mieux que fondu enchaîné, c'est avoir un échantillonnage dégressif. C'est-à-dire qu'au début, vous avez échantillonné tous les pixels de l'écran comme des cellules, et petit à petit, vous enlevez. Mais bon, il faut avoir un Voronoi hyper rapide, là, par contre. Faut faire un quad tree, je pense. Bon, voilà. Si vous le faites pas, moi, je vais le faire, celui-là, un de ces quatre. De toute façon, c'est une menace. Non, c'est pas une menace. Je me suis dit que c'était un effet graphique vachement intéressant. C'est une menace parce qu'il s'inscrit en plus. Ah, bon, je pense pas faire Happy 8 cette année. C'est vrai, enfin, je pense pas. Voilà. Ok, on a fait une transition. Je vous propose de faire éventuellement une autre intégration de quelque chose qui potentiellement va être problématique. Donc on va aller piocher dans 04, dans le dossier 04.
Euh, peut attaquer peut-être un des trucs les plus problématiques, celui-là. Shadow Map. Il marchait, Shadow Map. Hein. Tar ZX VF. FBO Shadow Map 1.0. Alors, en quoi c'est problématique? C'est parce qu'on utilise un FBO, on utilise des textures, et justement, il faut faire attention à... Waouh, ça y est, je me souviens de tout ce qu'il y avait dedans, il y a des effets et tout. Wow. Il va être vraiment problématique celui-là. Je suis même pas persuadé de réussir à faire une intégration totale en si peu de temps. Ok, bah, je vais essayer. Au niveau, donc, quand on fait notre marché ici, on a le window.c et on a le dossier shaders qui doit contenir pas mal de shaders. Ok, et des problèmes de nom là, pour le coup. ID. Je sais même plus si on utilisait tout. Bon, on va essayer. Hein. Je propose de rajouter un préfixe à tous les fichiers, genre SM pour Shadow Map. Je vais dans Shader. Je vous apprends à faire un peu de shell. For I in étoile do mv $i en sm underscore $i point virgule donne. Il est bon là mon XG. Peut-être comme ça c'est mieux. Voilà. Donc on a rajouté SM à tous les fichiers. Comme ça au moins on va pas écraser. Et on a window.c. Donc je copie tous les fichiers qui sont là. Carrément je l'ai MV. Tous les fichiers qui sont là en 06 démo RGB 1.0 shader. Ok. Et je cp window.c pareil dans 06 démo RGB et là on va l'appeler shadow map sm.c. Ok. Hop, je retourne dans démo RGB. Je modifie makefile pour rajouter sm.c à compiler. Et sm.c, on va aller enlever tout ce qu'on ne doit pas faire. Alors, la resize, la fenêtre, enfin largeur, hauteur de la fenêtre, des textures, un FBO. Alors, pas sûr qu'on ait besoin du coup du FBO ici. Après, on peut le garder. Le main poubelle. Ici, attention, donc tout a été renommé, donc vous renommez bien en mettant le préfixe SM. Hein, on se casse pas la tête à regarder si on a deux fois le même shader. Hein. Par contre, vous allez vous casser la tête quand même à faire ça un tout petit peu, parce que un shader dupliqué, ça fait des octets en plus, quoi. Hein, donc effectivement, il faut quand même faire un petit travail de propre, quoi. Au propre, vous regardez ce que vous avez en dupliqué et vous enlevez. La fonction resize, j'imagine qu'il va... Ah, non. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de resize? Je vais la garder.
Ok, je vais la garder. Donc, pourquoi? Parce que mes textures, elles sont vraiment set ici. La kit, je vais la garder juste en enlevant ça. Bon, ok. Ces deux lignes, j'en ai pas besoin. WWWH, je vais les renommer. Underscore W quelque chose en rien. Yes, 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 yes. Ok. Void. Là, je remets int vp de 4 w et h et j'appelle gl get integer v gl viewport vp. J'écris que w c'est vp de 2 et que h c'est vp de 3. Voilà, j'ai tout bon. Oui. Et donc la fonction resize, je la garde finalement. Sauf que au moment où je l'appelle, elle n'a pas de paramètres. Voilà. Éventuellement, il y aura peut-être besoin de la câbler s'il se passe un vrai resize. Là, je l'appelle à l'init en vrai. Voilà, je l'appelle à l'init parce qu'elle fait plus que juste set la matrice. Je check rapidement juste les erreurs pour le moment. Draw, pourquoi? Aïe. Donc draw modifie le viewport parce que... Pourquoi? Ah, je vous ai dit, celle-là, elle est méchante. Alors, pourquoi je set le viewport? Tu vas adapter la texture du chez des maps. Ouais, mais c'est déjà ça le viewport. C'est déjà le viewport par défaut, donc je comprends pas l'intérêt de cette ligne. Bon, je la supprime, on verra bien. Hein. Bon, ben il n'y a plus d'erreur. Mais ça marchera pas, il n'y a pas moyen. Je reprends flag parce que la flemme de réécrire tout ça. Peut-être parce qu'on avait fait des tests sur la réduction de. Oui, peut-être, ouais. Donc pour le coup, comme il n'y a pas de modification de viewport, on est tranquille sur ce truc-là, qui aurait posé encore plus de problèmes, mais ça se règle. Il faut les attaquer un par un, quoi, juste les problèmes. Ah, on a utilisé des filtres. Les filtres aussi, ça pose des problèmes. Alors, hop, j'ai le 4DH. Elle, on va l'appeler SM. Et puis à l'init, elle fait init. Au free, elle fait kit. Et au draw, elle fait draw. C'est tout, hein. Voilà, j'ai rajouté juste kit. Et puis dans animation.h, je la déclare pour pouvoir l'utiliser dans window.c. SM. Voilà. Et dans window.c, disons que je l'utilise, et comme j'ai conseillé de le faire au début, la première fois en tout cas, elle faisait quoi? Oui, elle fait les shadow maps. Ok, on va passer 5 secondes, histoire de bien regarder ce qu'elle fait. Wow. Il y a tout qui passe. Je suis étonné. Je suis étonné que tout passe. Il n'y a rien de cassé, mais je suis très déçu aujourd'hui. Il y a tout qui marche.
Bon, je suis sûr qu'en la mettant, maintenant on va la mettre à la place de bleu. Il va y avoir donc une transition entre un truc 3D et un autre truc 3D. SM, SM, SM. Et là, on enlève. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi là? C'était fondu. Fondu. Flag vers SM, fondu, SM tout seul. Ok. Allez, go. Ouh, la transition qu'on a codée. Et là, on devrait avoir SM. Hein? Et on a eu bleu. C'est ça? Oui. Donc, ça Ok. Non, j'ai pas laissé de bleu. Ok, ça c'est le genre de bug auquel je m'attendais. Donc, souvenez-vous, quand on a écrit des transitions, quand on a fait une transition tout à l'heure, il y a des FBO dans l'histoire, dans les transitions. Et donc, la transition, elle a préparé mon animation à dessiner dans une texture. D'accord? Elle prépare mon animation à dessiner dans une texture. Par contre, si mon animation décide de dessiner dans autre chose que ce que je lui ai affecté, il y a un souci. Or, justement, à cause du FBO, on était libre de dessiner où on voulait. Alors, bon, ça va être compliqué cette histoire. Alors, j'avais mon FBO. Je disais quoi là? T'as pas de couleur. Fais un depth. Ici, voici la couleur. Voici l'autre couleur. Donc, tu fais deux rendus. Et à la fin, je remettais 0. Fais deux rendus. Je remettais 0. Et je faisais un blur. C'est quoi ce blur déjà? Ouh là là. Et c'est quoi ce mix? Ah, ça c'est l'effet un peu halo. On va y aller. Donc, le shadow mapping. Je sais plus. Premier rendu. Hein. Où est-ce qu'il est le shadow mapping? Scène, scène. Je pense que la scène shadow mappée, elle est là. Et ensuite, je reviens à un truc. Et ensuite, je fais ça. Déjà, je vais enlever l'effet halo pour le moment. Parce que ça va me faire plus de problèmes. Je vais... J'espère que le résultat, il est là.
que je vais le mettre en 0. Je sais pas si ça va marcher ça. Je fais un truc temporaire, hein, ensuite je fais le truc correct. Ok. J'ai le shadow mapping, j'ai pas le halo, mais c'est normal, je l'ai désactivé. Alors, le truc correct, ça c'est pas correct, hein, ce que je fais là. C'est que j'imagine que mon rendu, je l'ai sorti dans cette texture-là. Maintenant, il faut copier cette texture-là vers, en fait, la vraie texture écran. Parce que, en fait, je suis pas censé dessiner à l'écran, en fait, directement. Je suis censé dessiner, enfin, parfois, je suis censé dessiner dans une texture qui ensuite sera mixée dans l'écran. Donc, le fait de envoyer 0 ici en lui disant envoie-la à l'écran, bon, par un biais détourné utilisant Blur, c'est pas la bonne stratégie. La plus propre, c'est d'adopter la même chose que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire récupérer la texture qui est bindée sur le frame buffer. Euh, et puis dessiner dessus. Et puis ne pas modifier le binding de frame buffer. Oh, ça fait beaucoup de SM. Donc on imagine qu'en réalité il y a déjà un FBO bindé. Juste je check que ça marche encore. Ça marche pas. Et là ça marche encore. Vous voyez, mon FBO il me sert plus à rien parce qu'il y en a un dans Demo Helper, il y a déjà un FBO qui est actif au fait, qui est tout le temps actif. Donc ça, vous savez que vous en avez plus besoin d'en avoir un, il y en a déjà un actif. Vous attachez dessus ce que vous voulez, sauf que avant de le faire, avant de le faire, gardez bien ce qu'il y avait d'attaché dessus. En gros, appelez cette ligne-là. Récupérez l'ID de la dernière texture attachée au frame buffer. Donc ce truc-là, GLUINT TID. C'est le machin qui est là. Et donc en récupérant ce TID, en vrai, vous remettez le résultat dessus. En faisant ça. D'ailleurs, vous pouvez le rebinder pour être gentil et propre. Vous devez a priori le rebinder ici. TID. Pour finir proprement. Quelque chose dans ce genre-là. On voit rien. Ok, ça marche pas. Donc ici, c'était quoi le souci? Tu vois, c'était quoi le warning? J'ai vu un warning tout à l'heure. Ah, c'est un GL int. C'est tout. Ah, c'est pas ça qui va régler mon problème. Hein. TID. Je récupère TID. Et je remets TID.
fait de le remettre, il aime pas ça. Peut-être qu'il a pas récupéré le bon du coup. Bizarre. Ok, pas de souci. Et le bleu là, c'est quoi? Le bleu, j'ai pas encore de solution. Donc je vais commencer par rendre un peu plus propre ce truc là. C'est GLKD F Tech to Tech, je crois. Conv Tech to Tech. Tech de 0 vers TID avec GL false. Hop, j'enlève ça. Voilà. Vous avez vu, la transition c'est bien faite. Donc en gros, ce que en FBO, il y en a plus besoin. Parce qu'il y en a déjà un. La cible, c'est la texture qui est attachée au FBO en cours. Donc vous imaginez que on vous a attaché une cible et vous devez dessiner à la fin dans cette cible-là. Je la récupère d'abord, je fais ma cuisine avec toutes mes textures et tout. Et ensuite, le résultat final, quel qu'il soit, je le mets dans cette cible-là. Et là, ça re-rentre dans l'ordre. On essaye quand même de réactiver la suite que j'ai commentée. Si ça me prend plus de 2 minutes, on revient en arrière. Hein. Hop, donc c'était là, j'ai fait ça, un blur, un use program. Ouais, bon, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ah, pas. Il y a un bind ici. Frame buffer. Ce machin là, peut-être. Je peux le remplacer. Je bind pas ce frame buffer, je lui dis dessine directement dans TID. Peut-être que là, ça suffira. Voilà. Alors, encore mieux, non? Comme ça, au moins, tout est propre. Donc, soit j'avais pas besoin de recopier, enfin, non, soit j'ai besoin de recopier le résultat intermédiaire à la cible finale, et je le fais. Soit comme ici, j'avais besoin après de finir à l'écran, ça veut dire fini le rendu à l'écran. Bah, au lieu de dire fini le rendu à l'écran, je dis non, attache le truc final là que tu avais ici, remets-le lui comme texture de fin pour calculer l'image finale. Et donc j'ai remplacé au fait cette ligne là que je suis en train d'effacer par celle-là. Celle-là je vous la laisse en commentaire hein, si jamais on veut arrêter, si jamais on arrête au milieu.
au milieu du processus. Voilà. Et là, bon, on a quand même réussi à intégrer vraiment un truc un peu complexe. Et c'est tant mieux. Voilà, fini. Merci.